Produit par Binge Audio. Les policiers me disent, vous arrêtez de filmer. Vous me laissez bosser. Je suis journaliste. Non mais est-ce que je vais sur un contrôle de police en disant, vous arrêtez votre contrôle de police? Non. Est-ce que les collègues se retrouvent filmés à 3 cm de la tête et que ce même film se retrouve sur tous les réseaux sociaux? de la tête, c'est quoi? C'est ici. Avec- J'ai jamais vu. J'ai vu, mais moi je l'ai vu tous les jours, avec des collègues qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Et tu te rends compte de ce que c'est que de travailler en étant tout le temps filmé? Salut, c'est Thomas Rozek. 961. Ce nombre, c'est celui des signalements recensés pendant près de 2 ans par un confrère, David Dufresne. Alors que le mouvement des Gilets jaunes prenait de l'ampleur, il s'est mis sur Twitter à lister les unes après les autres les dérives et les violences policières que lui remontait le terrain. Le tout assorti d'une petite expression qui a fait date. Allô place Beauvau, c'est pour un signalement. Blessures, coups de matraque, éborgnements, cartouches de LBD en plein visage, la liste des 961 joyeusetés qu'offre le maintien de l'ordre à la française depuis la fin 2018 dresse le portrait alarmant d'une force publique réduite à sa plus simple expression, celle de la répression pure, dure, brutale. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Au nom de quel principe? Et par quel chemin, quelle voie pourra-t-on espérer un jour sortir d'une situation qui ne fleure quand même pas très bon la paix républicaine? C'est sur ces pistes que le même confrère, le même David Dufresne, a construit un documentaire qui sort le 30 septembre au cinéma. Il s'appelle « Un pays qui se tient sage », il est soutenu par la quinzaine des réalisateurs de Cannes. C'est un véritable objet de cinéma et de réflexion dont on va parler avec lui dans notre épisode du jour et dans celui qui suivra. Bienvenue dans Programme B. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le travail de David Dufresne, disons qu'il s'est fait une spécialité de décortiquer les pratiques policières, notamment l'antiterrorisme autour de l'affaire de Tarnac, mais qu'il a aussi signé des documentaires et des créations numériques autour de la prison, du pétrole, des livres sur Pigalle, sur Brel et Vesoul, ou encore un roman paru l'an passé chez Grasset, Dernière Sommation, qui parle là aussi très largement de maintien de l'ordre et de brutalité policière. J'ai retrouvé David dans la salle de montage où a été finalisé son film, dont il faut d'ailleurs que je dise un mot sur la forme, très importante, puisqu'il s'agit de dialogue, d'enchevêtrement de séquences de discussions entre différents intervenants, ponctués d'images parfois très chocs récupérées sur le terrain lors de manifs ou d'opérations de police. Ces dialogues, ils ont une particularité sur laquelle j'ai lancé la discussion avec notre invité. Ni le nom, ni la qualité, le titre, le métier des intervenants n'apparaît. Et je lui ai demandé pourquoi il avait fait ce choix. Alors d'abord, c'est un film de cinéma. C'est-à-dire que le spectateur, il a fait le plus dur. Il est dans la salle de cinéma. C'est le plus dur. C'est ça le plus dur. C'est de le faire venir là. Une fois qu'il est là, on peut tabler sur son intelligence, sa curiosité, puisque son attention, elle est acquise d'une certaine manière. Je veux dire que on zappe assez peu au cinéma. On peut quitter la salle, bien sûr, mais c'est assez rare. Enfin bon. Donc, en fait, ça permet d'être beaucoup plus libre et d'être beaucoup plus exigeant, en fait, dans les deux cas. Et l'idée qu'il y a derrière ce gommage des noms et surtout des fonctions, c'est justement de gommer. C'est-à-dire qu'en gommant, en ne mettant pas lui il est flic, lui il est sociologue, lui il est plombier, lui il est chômeur, elle est travailleuse sociale, en gommant ça, on gomme la hiérarchie sociale. Et on rend tout le monde intelligible, intelligent, on peut les écouter. Et ce qui est drôle, c'est que dans les avant-premières, les gens adorent cette idée. Ça sort très vite. Chez les journalistes qui ont vu le film, ça peut susciter parfois une incompréhension qui vire à je ne sais quoi. Et je pense qu'en fait, c'est un problème qu'ils ont eux. Moi, il se trouve que dans une autre vie, c'est assez étrange, j'ai bossé dans une chaîne d'infos qui s'appelait iTélé. À l'époque, il n'avait absolument, mais alors vraiment, qui était l'exact inverse de ce que c'est devenu, c'était CNews. Quand moi, je passais à l'antenne, mon synthé, mon sous-titre, c'était spécialiste de la spécialité. Là, on est en 2002. Donc, si tu veux, c'est quand même une vieille idée pour moi que l'idée qu'on passe à la télé et tout est comme le port-salut écrit dessus, en fait, je trouve ça insupportable. Et donc, il y a un jeu avec le spectateur. Donc, le spectateur se demande parfois qui me dit ça. Qui est cette personne? Mais l'idée, c'est d'aiguiser la curiosité. Et en fait, c'est de jouer avec et contre les préjugés et les présupposés de chacun. Dès lors qu'il a écrit syndicaliste, dès lors qu'il a écrit policier, avocat, historien, on a tous
immédiatement une idée préconçue et on n'écoute pas du tout de la même manière. Voilà. Donc en réalité, c'est un exercice de grande honnêteté intellectuelle et c'est vu par certains comme un subterfuge, je ne sais quoi. Enfin bon, ce qui est drôle, c'est que ça préoccupe surtout les journalistes. Ça m'étonne pas. C'est, comme tu dis, c'est les réflexes et les habitudes, effectivement, de voir un visage apparaître, on me dit qui il est. Tout ça, c'est de l'ordre du réflexe. Ça crée justement cette absence de nom et cette absence de qualité, surtout. Des séquences étonnantes, parce que donc il y a effectivement ce jeu, on s'amuse à essayer de deviner qui est-ce qui nous parle. Et il y a des moments où on a compris qui nous parlait et il y a tout de même des moments étonnants. Je pense à ce syndicaliste policier qui fait une citation, je crois que c'est de Pasolini, qui dit en gros, je préfère le CRS parce qu'il est fils d'ouvrier. On se retrouve on se dit tiens, j'attendais pas ça dans la bouche d'un syndicaliste policier, j'attendais pas ça dans la bouche d'un policier parce que j'ai cru comprendre qu'il était policier. Ça participe de ce brouillage un peu. Oui, et encore une fois, on est dans une salle de cinéma, donc on est dans un voyage quand même, on est dans un temps suspendu, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a plus de notification, quoi. Voilà, il y a plus de. Et moi, j'ai voulu, après avoir justement fait plein de documentaires interactifs où justement on surstimulait le spectateur à travers des notifications, des embranchements, de l'hypertexte. J'adore ça, mais là, c'est tout l'inverse. On va dire que c'est un jeu dans le film. Le film, évidemment, ne se résume pas à ça. Alors, c'est aussi une façon de recréer l'ambiance d'une manifestation où on ne sait plus forcément qui est qui. Est-ce que c'est bien un flic là qui est là ou est-ce que c'est un énervé, quoi? Est-ce que c'est un protestataire qui est prêt à en découdre? La personne qui me parle, c'est qui? D'où vient-elle, etc. Et ce jeu-là, cette recréation dans le film, c'est voulu, c'est l'effet de surprise et qui est décuplé avec des images qui surgissent sans prévenir, qui sont très dures parfois, d'autres moins, mais comme dans une manifestation où, parce que aujourd'hui il y a quasiment plus de sommation, le coup part et on ne sait pas à quel moment. Et donc il y a cette idée d'être très très organique. Il faut dire quand même à ceux qui nous écoutent que les gens qui parlent dans le film, en règle générale, parlent dans la longueur et qu'il y a des indices. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « mes clients », on peut comprendre que c'est un avocat. Quelqu'un qui dit « les collègues », en regardant des images de policiers, on peut saisir que c'est un policier. Mais ce qui est drôle, c'est que il y a parmi les protagonistes, certains qui échappent totalement à ça, et des gens qui pensaient que, par exemple, un tel était un défenseur des droits d'une ONG, et en fait, c'est un général de gendarmerie. Et ça, c'est drôle, parce que ça fait aussi partie de l'effet qu'on essaye de faire sur les gens. Après, on verra ce que ça donne, que le film infuse, et que une fois que vous sortiez de la salle, vous disiez tiens, lui, c'est marrant, parce que j'étais d'accord avec lui, alors qu'a priori, on n'est pas du même camp, comme dirait l'autre. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Voilà. C'est un jeu intellectuel, et c'est drôle parce que, pour l'instant, le public, dans les avant-premières, salue ça. De la même manière que ça fait partie de ce que la quinzaine des réalisateurs a apprécié. Ça fait partie de la démarche cinématographique du film. Le point de départ du film, il est double. Il y en a même plus que deux, mais il y en a au moins deux. Il y a le point de départ du titre dont on va parler après, mais il y a aussi et surtout une phrase de Max Weber qu'on a réentendue très récemment dans l'actualité. Pourquoi tu as choisi cette phrase-là ? L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber. Alors, c'est effectivement, donc la phrase en question, elle est tirée d'un livre, Le savant et politique de Max Weber, qui date de 1919, donc il y a 100 ans. La vraie phrase, la traduction à peu près, encore que je la raccourcis, c'est « L'État revendique pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime ». Et on a vu ressurgir cette phrase, notamment quand le débat s'est enfin ouvert sur les pratiques policières, les violences d'État, les violences policières, notamment parce qu'elles étaient documentées dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Et là, on a vu des gens commencer timidement et puis de plus en plus fermement à expliquer doctement
que l'État détenait la violence légitime et qu'on n'avait pas à discuter de ça. Donc on a vu des syndicats de police, on a vu de pseudo-experts de police, on a vu des journalistes de police qui se payaient de mots jusqu'à effectivement... Alors, donc à ce moment-là, je me dis c'est intéressant parce que cette phrase dont ils font dire l'inverse de ce qu'elle dit, puisque on va peut-être la détailler, mais effectivement le film tourne autour des mots-clés de cette phrase. Qu'est-ce que c'est que l'État ? Qu'est-ce que c'est que la revendication ? Qu'est-ce que c'est que la violence ? La légitimité ? Etc., etc. Et il se trouve que quelques jours avant la sortie du film, Gérald Darmanin a la gentillesse de transformer encore et de réduire encore cette phrase. Ce que même Castaner n'avait pas osé faire, c'est dire « La police détient le monopole de la violence physique ». C'est vieux comme du Max Weber, c'est ça sa phrase à peu près. Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Après, elle doit le faire de manière proportionnelle, elle doit le faire de manière encadrée, que quelques personnes le fassent en dehors des règles déontologiques, la sanction doit être immédiate. Mais il est normal que les policiers et les gendarmes soient armés, interviennent pas la force, pour que justement la force reste à la loi de la République et pas à la loi des bandes ou des communautés. Donc par principe, l'idée même de violence policière me paraît être totalement antinomique d'utiliser ces deux mots. Et non, c'est pas ça la phrase. La phrase, c'est l'État, c'est pas la police. Et donc il y a une confusion en France, puisque la police est nationale, et donc que la police représente l'État. Confusion qui est entretenue par les syndicats de police, qui, à longueur de plateau télé, viennent nous expliquer qu'ils sont le rempart de la République. Et d'ailleurs, petit insiste, si c'est vrai, c'est grave. C'est-à-dire que si la République, ça n'est plus que la police, si c'est le seul service public, alors la République a un problème avec elle-même. Et donc cette phrase, quand je démarre le tournage du film, etc., j'avoue que le producteur est assez courageux, parce que en fait, elle est rarement citée quand on démarre le film, etc. Et puis là, il y a un côté, c'est le flair, quoi, on va dire. Voilà. Je me disais, en partant de cette phrase qui fait autorité, grosso modo, elle fait autorité. La phrase originale, j'entends, hein, elle fait autorité. C'est-à-dire au sens où on peut se mettre d'accord pour ne pas être d'accord autour de cette phrase. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le truc. Et donc le film va découler là-dessus, sur cette question-là, avec le point d'orgue qui est le verbe revendiquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de revendication, ça veut dire que c'est pas acquis, ça veut dire que il y a discussion, il y a négociation, il y a choix, il y a bataille des mots, des images, etc. Et alors, ce qui est fou, c'est que pendant le tournage, l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'interview, en fait. Hein, ce sont des conversations. Et c'était presque la seule chose que je faisais. C'est-à-dire, je disais aux gens, tenez, lisez cette phrase, qu'est-ce que vous en pensez ? Et en fait, à partir de là, tout découlait. L'État français est violent. Leurs réformes, elles sont violentes. La réponse, elle est violente. Quand notre très cher président dit qu'il n'y a rien d'irréparable dans ce qui a été fait aux Gilets jaunes, c'est pas violent. Quand il m'a dans son viseur, je sais pas s'il pense à ma tronche qui est en train d'exploser quand il embrasse ses gosses, s'il en a, etc. Moi, je sais que je lui pardonne. Mais les mecs qui donnent les ordres, je peux pas. L'autre point de départ, je le disais, et on le retrouve dans le titre, c'est donc Un pays qui se tient sage. Ça fait référence à une vidéo qui est devenue célèbre, malheureusement, de cette classe de lycéens qu'on a fait se tenir à genoux, les mains à la tête, filmé par un policier, pas filmé par un témoin pour le coup, qui commente en disant « Voilà une classe qui se tient sage. » Ils n'ont jamais vu ça. On la tête, on regarde droit devant. Quel écho, toi, tu trouvais dans ces images-là qui nous ramènent justement à une autre forme de violence ? Peut-être pas la violence physique directe, mais là, c'est la violence symbolique. Alors, là, on a les deux. On a la violence physique dans le sens où 151 adolescents agenouillés, entravés, 1 heure, parfois 2, parfois 3, dans un froid matin de décembre 2018 à Mantes-la-Jolie, 3 heures à genoux, c'est quelque chose quand même. Donc là, il y a quand même une force qui est justement pas proportionnée. Or, pour aller très vite, tout le schéma du maintien de l'ordre, c'est à la fois la proportionnalité dans l'usage de la force et la stricte nécessité de l'usage de cette force. Et puis, il y a la violence symbolique,
Alors là, c'est ce que Bourdieu ajoutait à la phrase de Weber, c'est-à-dire qu'il disait que non seulement l'État revendiquait le monopole de la violence physique, mais il détenait finalement la violence symbolique. Et la violence symbolique, c'est cette phrase, en fait. C'est à la fois le fait que ce soit un policier qui filme, puisque là, donc, c'est un homme de pouvoir qui abuse de son pouvoir, et c'est la phrase. C'est cette phrase qui est une phrase d'une violence extrême. Et bien évidemment, moi, je m'intéresse pas qu'à la police, mais en partie à la police. Et je m'intéresse surtout aux libertés depuis toujours. Et j'ai étudié, puisque j'avais déjà fait des bouquins, des films notamment sur les émeutes de 2005, etc. Et donc, je sais très bien que les pratiques policières, pour employer ce terme-là, musclées, violentes, dégueulasses, injustes, ça existe. Et ça existe, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais en tout cas, il y a une partie d'entre elles qui existe depuis 20, 30, 40 ans dans les quartiers. Il y a un continuum de la violence policière. La violence policière, elle ne surgit pas de nulle part. En reprenant cette phrase pour en faire un titre, ça permet d'envoyer ce message-là. Il y a un continuum. Et donc, ce n'est pas un film sur les Gilets jaunes, ce n'est pas un film sur la banlieue, c'est un film sur la violence d'État, qui peut s'abattre là, ici, ailleurs encore, etc. Et puis... il se trouve que c'est début décembre 2018, c'est au tout début de mes Allo Place Beauvau, ça doit être dans les 20 premiers signalements, etc. Et ça m'a marqué, quoi. Ce sont des images qui m'ont profondément marqué, qui prennent une autre tournure sur grand écran. Si vous voulez, je pense que ces images-là ont valeur de document. C'est un des enseignements du film aussi, outre le fait que, effectivement, être confronté à ces images, alors que ce soit celles des lycéens ou même les images de violence, de manifestations qu'on a l'habitude de voir sur nos smartphones ou sur nos ordis, sur grand écran, ça crée un peu un effet de sidération. Comme ça rappelle aussi et ça montre aussi que l'État n'a, pour le coup, pas le monopole de l'image et du témoignage qui est fait de ses actions et de ses exactions même plutôt. Ça montre la grande variété et la grande puissance de l'autodocumentation de ces manifestations, parce que c'est beaucoup d'images prises par les gens eux-mêmes. Et en fait, si vous voulez, c'est là le tournant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens documentent, des gens filment, des gens prennent des photos. Non seulement ils font ça, mais surtout, ils ont les moyens de les diffuser. C'est-à-dire qu'il y a la captation d'images, il y a la diffusion d'images. Et là, évidemment, on a complètement changé. C'est George Floyd. C'est une rupture. Mais ce qui est amusant, c'est que cette profusion d'images, en réalité, c'est presque la consécration technologique de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit que pour que les droits de l'homme soient institués, il faut l'instauration d'une force publique. Et là, il y a un des protagonistes du film, Fabien Jobard, sociologue de la police, qui rappelle ce que ça veut dire public. Public, ça veut aussi dire soumis à la publicité, c'est-à-dire soumis au regard. Et on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi il y a une telle crispation chez les policiers, c'est parce que tout d'un coup, de manière massive, il y a un regard qui est porté sur les pratiques policières. Il y a une critique mais qui est en réalité, alors c'est là où le truc est fumant, quoi. C'est parce qu'en fait, c'est un regard quasiment républicain. Quasiment républicain. Les flics disent c'est anti-flic. Pas toujours. Et même plutôt rarement. C'est plutôt... un autre sociologue dit... alors, c'est pas dans le film, Sébastien Rocher, il dit les gens ne sont pas contre la police, ils sont contre la mauvaise police. Alors après, il y a des gens qui sont contre la police. Enfin, il y a toute une palette. Mais le fait qu'aujourd'hui, de manière naturelle, des gens sortent leur téléphone, filment, photographient, témoignent, documentent. Donc on voit bien, là, depuis quelques semaines, quelques mois, il y a une effervescence autour de ça, et on a franchi d'ailleurs un nouveau palier qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une parole de l'intérieur de la police, qui est en train de complètement confirmer tout ça, notamment sur le racisme. Bon. Un pays qui se tient sage arrive à ce moment-là. C'est-à-dire que le film n'aurait pas pu se faire il y a 10 ans, ça aurait été absolument impossible. Et d'ailleurs, quand j'avais fait un premier film de télé, donc plus journalistique, on va dire,
En 2007, on avait très peu d'images, très peu d'images amateurs, parce qu'à l'époque, le téléphone n'était même pas sorti. Je crois que l'iPhone, c'est 2008, 2009, je crois. Enfin, je ne sais plus. Mais il n'y a pas de téléphone qui filme, il n'y a pas tout ça. Donc, effectivement, Un Pékisien sage, c'est le fruit de ça. Le film est d'ailleurs dédié aux gens qui ont levé leur smartphone. On parle beaucoup de ces questions-là dans le film, c'est-à-dire que Damasio parle du renversement du panoptique, et Michel Forst de l'ONU explique combien, il emploie le terme je crois, de révolution. C'est-à-dire que pour lui, pour les Nations Unies, c'est un bouleversement dans ses pratiques pour savoir où est-ce qu'il y a des atteintes au droit de manifester, etc., etc. À suivre.